Donc finalement, on se dit lire, écrire, compter, c'est simple. Tous les enfants devraient pouvoir y arriver. Puis tous les enfants devraient pouvoir y arriver en même temps, c'est-à-dire si possible pour la lecture en décembre de l'année du CP, parce que sinon après les parents flippent. Et les enseignants se trouvent en décalage par rapport au programme qu'il faut absolument finir, sinon les collègues de CE1 ne seront pas contents. D'accord? Donc il faut y aller. Voilà. C'est comme si on disait, c'est aussi aberrant que de dire tous les enfants de 4 ans doivent chausser du 28. Est-ce que ça vous paraît très cohérent de dire ça? Tous les enfants de 4 ans doivent chausser du 28. Tous les enfants de 4 ans doivent être habillés en taille 4 ans. Est-ce que c'est la réalité? Non, vous êtes d'accord? C'est ce que l'on demande à nos enfants de faire. C'est-à-dire qu'on leur demande finalement l'impossible. Alors il y en a qui sont très adaptatifs, qui vont y arriver, et puis il y en a d'autres qui n'y arriveront pas. Et Maria Montessori a fait l'inverse. Elle a observé les enfants pour leur proposer tout ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent du coup arriver en ayant les compétences antérieures pour pouvoir rentrer de façon très spontanée, on va le voir, avec ce qu'elle appelle les périodes sensibles dans ces apprentissages. C'est en ce sens, pardon, c'est une pédagogie intelligente. Intelligente dans la connaissance du développement, à la fois psychologique, moteur de l'enfant. Maintenant, si on regarde du côté du cerveau humain, parce qu'on a vu que tout à l'heure, cette petite fille, elle n'arrivait pas à commander à ses pieds de se mettre en première, à commander à ses mains de se mettre comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Eh bien, in utero, le cerveau a un développement absolument faramineux. 250 000 cellules sont fabriquées chaque minute in utero. 250 000. Ça vous parle? C'est un travail énorme. C'est un travail extraordinaire qui est fait dans la vie intra-utérine. Ensuite, qu'est-ce qui va permettre de coordonner toutes ces cellules? Il y a une différenciation, il y a des cellules qui vont vers le cerveau, d'autres l'estomac, etc. Tout ça se fait à partir d'un centre qui s'appelle la corde, qui est le grand chef d'orchestre de l'embryogénèse et qui va permettre aux yeux d'arriver à leur bonne place, aux cellules des yeux d'être des cellules des yeux et pas des cellules de foie, vous imaginez? Si on avait des cellules du foie dans les yeux, des cellules des yeux dans les pieds, ça serait impossible. Donc il y a une très très forte organisation. Et ce qui permet à toutes ces cellules de trouver leur chemin et tout en étant différenciées d'aller là où elles doivent aller, créer les organes, les systèmes, ce sont les mouvements. On revient sur cette notion de mouvement. Ces fameux mouvements du fœtus qu'on a vus dans la vie intra-utérine vont permettre à toutes ces cellules de s'organiser, de se mettre là où elles doivent se mettre et vont permettre aussi la formation du système nerveux central qui sera extrêmement important. Voilà. Ce cerveau, néanmoins, même s'il est constitué déjà de beaucoup de cellules, est immature et il n'y a que les fonctions de survie qui sont actives. Ces fonctions de survie vont lui permettre, par exemple, dès la naissance, de ramper sur le ventre de sa maman pour aller chercher le mamelon, s'accrocher et téter. Ça, ce sont des réflexes qui sont dits de survie parce qu'il faut qu'il aille téter pour s'alimenter, qu'il aille au sein ou au biberon, mais il faut qu'il s'alimente. Donc, on a ces fonctions, c'est tout ce qui est active et il y a de très faibles connexions avec le cerveau supérieur, le cortex. Si on regarde ça en image, voilà ce que ça donne. Un nouveau-né, vous voyez, ici on voit les cellules, les neurones, les cellules du système nerveux, elles sont éparpillées un petit peu en étoiles. Il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas connectées, ce qui explique pourquoi l'enfant ne peut pas coordonner ses mouvements, ne peut pas redresser, ne peut pas parler. Pour cela, il va falloir connecter les neurones entre eux. Et si on reprend cette connectique un an plus tard, vous voyez que là, on a quelque chose de très très dense. Et si on prend à 4 ans, la connectique est tellement dense, à 4 ans, donc c'est pas vieux, hein, que l'image est quasiment noire. Voilà, tout est rempli de neurones qui se sont connectés entre eux. Ce qui explique que les premières années de vie et la vie intra-utérine sont particulièrement importantes pour l'être humain et vont lui donner ses fondations. Ce cerveau, il met 30 ans à finir de maturer. Donc on dit à 4 ans, il y a déjà beaucoup de connectique. Ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Tout s'engramme en fait dans ce cerveau, dans ces fameux neurones. Et on estime, du point de vue médical, que vers 30 ans, si tout va bien, notre cerveau a fini de maturer et nous sommes adultes.
Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire d'autres connectiques et d'autres connexions, heureusement. Parce que sinon, ça veut dire qu'à partir de 30 ans, c'est fini pour nous. On ne peut plus rien apprendre, on ne peut plus rien changer. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, la structure, la maturation globale est terminée. Nous sommes une espèce à maturation très lente. 30 ans, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est dans notre continuum génétique. Ce n'est pas lié, encore une fois, à l'intelligence. L'enfant va développer très très fortement cette connectivité grâce aux organes des sens, grâce au mouvement entre la vie intra-utérine et 4 ans. Après, jusqu'à 6 ans, il continue à faire beaucoup de connectivité et ensuite, ça ralentit un petit peu. On va voir pourquoi ça ralentit. Comment fonctionne en fait le cerveau par rapport à cette connectivité? Au départ, quand on fait quelque chose, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, on se met en ce qu'on appelle le mode repérage. On essaye de comprendre, on fait des efforts, on suit, on essaye de connecter l'information dans notre cerveau pour que ça donne un tout cohérent et compréhensible pour nous. Et puis une fois qu'on a fait cela, eh bien on passe en mode automatique. Et c'est ce que va permettre la pédagogie Montessori. Parce qu'en pédagogie Montessori, une fois que l'éducateur a présenté un matériel, il a fait ce qu'on appelle la leçon en 3 temps. Donc il y a eu 3 temps pour être sûr que l'enfant a bien compris ce matériel. Après, il l'utilise en toute autonomie et il peut y revenir autant de fois qu'il le souhaite. Il n'est pas limité. On ne va pas lui dire une fois que tu as fait 10 fois les fuseaux, c'est fini, on n'entend plus parler des fuseaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. S'il veut refaire 100 fois le même exercice, il peut le refaire. Et c'est ce qui va lui permettre de passer de au début, j'essaye de comprendre comment ça marche en écoutant ce que dit l'éducateur, en manipulant, en apprenant par essai et erreur, en m'auto-corrigeant. Et à un moment, je suis passée en mode automatique, je sais le faire, c'est intégré. Et là, une fois que c'est intégré, j'ai plus besoin de travailler ces fuseaux, donc de moi-même, je vais laisser ce matériel de côté et je vais passer au matériel suivant. Et le matériel suivant, il n'est pas aléatoire, il est inscrit dans la progression pédagogique que propose Maria Montessori. Donc il suit la logique de la maturation et de l'apprentissage dans ce domaine. Là, je parlais des fuseaux, c'est des mathématiques. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc le mode automatique est très très important puisque c'est ce qui nous permet, par exemple, pour conduire. La première fois qu'on est monté dans une voiture, wow, le moniteur a commencé à nous dire « Alors, vous allez vous asseoir, vous mettez votre ceinture. Oui, la ceinture, ah, là. Oh, je tire, ça bloque. Ah, ah, tiens, je vais mettre la ceinture, ça y est. Les rétros, le rétro, l'autre rétro. Ça, là, c'est le clignotant. Là, vous avez le frein à main. Là, vous appuyez, ça va démarrer, vous appuyez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit dans ce mode repérage? Ouh là 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 là, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Finalement, aujourd'hui, quand on monte dans notre voiture, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus en mode repérage, on est en mode automatique. Et ces modes automatiques sont très très importants. Par exemple, pour un enfant qui apprend à lire, il va faire B, A, BA, d'accord? J'ai connecté BA. Maintenant, il faut que ça reste dans mon système mémoriel pour que je puisse l'associer à autre chose et que finalement ça fasse un mot et que ce mot ait un sens. Donc quand je fais B, j'ai repéré le B, A, BA, je suis en mode repérage, je suis en mode compréhension, effort, et ça me demande réellement un effort, et ça consomme beaucoup de glucose dans mon cerveau, ce mode effort. Et à un moment, quand je vais voir bas, je sais que ça fait bas, et je peux lire babar. Donc là, je suis passée en mode automatique. Heureusement que nous lisons en mode automatique, sinon imaginez la difficulté que cela représenterait si nous étions dans ces apprentissages bloqués au mode repérage. C'est ce qui se passe pour les enfants dyslexiques. L'enfant dyslexique peut lire 100 fois bas, il ne va pas retenir bas. Donc à chaque fois qu'il rencontre B et A, c'est de nouveau pour lui. D'où la difficulté. Et ça le laisse perplexe. Il sait qu'il l'a vu, mais il est resté en mode repérage.